Bonjour. Je ne suis pas scientifique. Je suis de formation plutôt, on va dire, politique et de formation artistique. Voilà. Donc mon travail est plutôt d'essayer de regarder ce croisement entre les enjeux culturels européens et une société européenne. Alors dans ces enjeux européens, en tout cas une partie de mon travail est de regarder beaucoup les pratiques, celle des arts, celle de la culture, mais aussi celle du droit, puisque peut-être vous le savez, mais la machine européenne, c'est avant tout une grande machine à fabriquer du droit, celle des sciences, celle de la citoyenneté, bien évidemment, en tout cas tout un ensemble de pratiques. Et pour faire ce petit introduction, je vais m'exercer à trouver les territoires communs entre ces différentes approches. Alors nous sommes en clôture de la présidence française de l'Union européenne. C'est intéressant parce qu'en France, on a traduit ça par présidence française de l'Union européenne. C'est la présidence française tournante du Conseil européen. Une des trois institutions. Mais pas, nous ne sommes pas venus par magie président de toutes les institutions européennes. Nous sommes à Strasbourg, qui est une des capitales européennes, c'est qu'on en a 4, Francfort, Luxembourg, Bruxelles et Strasbourg, puisqu'ici siège le Parlement européen en session plénière. Et donc nous avons certainement un des endroits où il est le plus important de poser cette question de la citoyenneté, parce que notre représentation de citoyens est à Strasbourg. C'est aussi le siège, comme vous l'évoquiez, du Conseil de l'Europe, autre organisation, d'un côté 27 pays où on cherche à avoir une approche intégrée, et c'est ce que je vais plutôt explorer, et le Conseil européen, le Conseil de l'Europe, 47 pays, dont l'enjeu est avant tout de peut-être regarder beaucoup ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire la question des droits humains, la question de la citoyenneté, comment ça se construit dans ce grand espace-là. Et vous voyez avec les 47 pays dans lesquels vous aviez la Russie, toute l'importance aussi que le Conseil européen a pour nous. Donc, je ne suis pas scientifique, je le répète, même si je m'intéresse aux sciences, et que je crois que ce qui est intéressant, et ce que je vous propose, c'est de regarder ou d'aborder notre question par les pratiques. On peut toujours discourir. Ce qui est peut-être intéressant, c'est de regarder les pratiques. Et qu'est-ce qui, dans les pratiques, aujourd'hui, nous est dit quelles sont les questions qui nous sont posées en tant qu'acteurs culturels, donc dans ce sens très large, qui s'occupe autant ou qui s'intéresse autant aux arts qu'à la science. C'est important de passer par les pratiques parce que je crois qu'on est dans un moment où il faut apprendre à être extrêmement modeste. La plupart des jeunes professionnels qui rentrent aujourd'hui, les jeunes qui rentreront demain, vont faire face à des défis majeurs dont nous ne savons absolument rien de l'importance ni de la nature qu'ils auront, et bien évidemment nous savons encore moins tant qu'aux réponses qu'il faudra y apporter. Donc nous sommes dans ce moment où il faut travailler, et surtout travailler à préparer, enrichir, renforcer, comme on dit en bon français, empowermenter, pour qu'on puisse générer ou inventer les réponses qu'il va falloir aborder d'une manière extrêmement adaptable, peut-être avec beaucoup plus de réactivité que nous avons. Et c'est peut-être là cet enjeu aujourd'hui pour la culture, c'est comment travailler à une réactivité de la société européenne. Peut-être c'est un des premiers enjeux communs que nous aborderons. Alors, cette PFUE, présidence française du Conseil de l'Union européenne, elle a eu lieu dans un moment tout à fait paradoxal, à la fois des crises majeures et des avancées majeures. Alors, les crises majeures, je pense que nous en connaissons, nous en avons en commun, c'est certaines d'importance. D'une part, la crise climatique. Je crois qu'il est important de voir l'avancée majeure de l'Union, de cette présidence actuelle, qui, on va le voir dans l'ensemble de ses actions, a mis l'engagement, en tout cas de lutte, ou en tout cas de réponse au changement climatique, en haut de l'agenda. Vous ne verrez pas et vous n'aurez aucune réunion européenne qui ne vous parlera pas de changement climatique et de ce petite chose dont vous avez certainement entendu en parler, qui s'appelle le Green Deal, c'est-à-dire cette idée qu'avant tout, l'ensemble de l'action européenne doit être
de ce côté-ci de l'action publique. C'est compliqué, il faut se mettre d'accord, on va voir un peu les enjeux de complexité qu'il y a derrière ce Green Deal. Deuxième difficulté, donc, dans laquelle s'inscrit cette présidence française, mais qui ramasse déjà un temps un peu long, puisque ça fait effectivement, comme on le rappelait, plusieurs années que nous nous sommes vus. On sort d'une crise sanitaire majeure, et qui est une crise qui a des effets très 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 longs. Alors je ne connais pas, par exemple, les effets de la crise sur vos secteurs, mais il faut savoir que, par exemple, en France, on a 20 à 30% de public qui n'est pas retourné au cinéma. 60% de public n'est pas retourné au cinéma dans certains pays européens. À peu près 30 à 40% du public n'est pas retourné au théâtre. Donc nous avons une mutation, ce qu'on ne sait pas, qu'est-ce qui est structurel là-dedans, qu'est-ce qui est conjoncturel, qui va revenir, ou qu'est-ce qui est vraiment structurel dans le chemin des pratiques. Et on voit bien qu'il y a une part de structurel qu'il faut que l'on devine pour le moment, que l'on apprenne à regarder et que l'on s'adapte à ces changements structurels. Ça va bouleverser pas mal de choses, puisque c'est pas simplement de savoir si on a un abonnement à une plateforme, c'est à peu près toute la modalité de relation aux éléments symboliques d'une société qui change. Avant, j'allais au cinéma dans des lieux sociaux, ce qu'on appelait les salles de cinéma. Demain, aujourd'hui, si vous avez suivi par exemple l'évolution des programmations des plateformes, on sort des films même plus en salle. C'est un peu irréalisable, on ne se rend pas compte de cette chose qui est que tout d'un coup des films, je ne sais pas si vous avez vu sur Netflix le dernier Jane Campion, qui est un film incroyablement beau, qui sort sur une télévision, qui ne sort plus en salle. Ça, c'est des bouleversements de la relation esthétique, d'une part, de la relation sociale, c'est-à-dire de lieux de socialisation qui sont en train de se transformer, et donc il nous faut faire face. Troisième peut-être élément, on l'a évoqué, une guerre. Une guerre qui arrive sur le continent européen. Une guerre qui arrive dans un pays européen. Alors il y a eu d'autres guerres, on n'a pas connu de guerre sur le continent européen depuis le Kosovo, depuis la Bosnie, et que ça, cet élément, il est extrêmement bouleversant aussi de ce que va être notre approche européenne, de ce que va être notre vision de l'identité européenne, de ce que va être notre vision de la citoyenneté européenne. On voit aujourd'hui des accélérations qui paraissaient impossibles. Je crois qu'on aurait fait cette réunion il y a un an où on aurait imaginé que l'Ukraine, plus petit, la Moldavie, et même, si c'est en discussion, la Géorgie, rentrerait dans notre espace commun, on se serait dit un peu science-fiction, tout ça, c'est du 15, 20 ans, 30 ans. Nous ne sommes plus dans ce moment-là. Donc c'est trois phénomènes, on pourrait continuer sur l'exercice de lecture des crises qui s'empilent, sont en train de profondément changer l'espace culturel européen. Je présume l'espace politique, on va le regarder, et bien évidemment dans l'espace politique, l'endroit de l'expression citoyenne. Alors, peut-être avant de venir aux questions, on va dire, de réponse européenne qui s'amorcent, ça me semble intéressant, il me semblait intéressant de voir entre culture, art, science et citoyenneté, avons-nous des territoires communs? Avons-nous des questions communes? Bien évidemment, le changement climatique, on l'a en commun. Mais avons-nous des questions plus profondes en commune dans ce moment de profond bouleversement pour certains, au-delà du bouleversement politique, d'un bouleversement anthropologique, d'une façon même de vivre qui est en train de se modifier très très vite. Alors je vous propose d'en examiner 4, on va essayer d'aller assez vite, mais de voir où ces enjeux communs nous rejoignent, où nous nous rejoignons plutôt dans ces endroits communs. Le premier, je pense qu'il y a un endroit extrêmement vif dans les discussions européennes, qui sont comment on fait face aux nouvelles clôtures, aux nouvelles enclosures. C'est-à-dire, grosso modo, comment faisons-nous face à la redéfinition de ce qu'on peut appeler, alors je préfère le mot anglais non pas par coquetterie, mais je pense qu'il a un sens un petit peu différent du mot français, comment faisons-nous face à de nouvelles nécessités de commons? Comment nous devons revenir des commons? Alors bien évidemment, il y a des commons dont depuis quelque temps on s'est rendu compte qu'il fallait des gestions internationales et mondiales, quand on parle de l'eau, de l'air, en tout cas ces grands commons, mais on voit que nous avons un phénomène d'enclosure tout à fait nouveau. C'est grosso modo la breuvabilité, l'appropriation,
la commercialisation de toute production symbolique aujourd'hui. Alors, vous, proche du milieu scientifique, vous êtes en ligne devant ça, en première ligne. Hein, la question des brevets, la question même de comment allons-nous breveter le vivant, ça commence, et c'était une question ancienne, mais qui s'accélère. Si on prend la question culturelle, la question de l'appropriation, en tout cas c'est ce qu'on appelle la tragédie des communs, je pense que je vous apprends rien, mais qui est tout ce qui n'a pas de propriétaire est relativement faible, et la seule réponse que nos sociétés ont, c'est de rendre privés les biens symboliques. Ça, c'est un enjeu assez important quand on parle de culture, et qu'on s'imaginerait un monde où toute la culture et toutes les productions symboliques sont privées. Je crois que c'est une discussion extrêmement vive aujourd'hui dans tous les cercles, le cercle scientifique, le cercle culturel. C'est très vif au Parlement. Hein, c'est un sujet de première importance. Comment allons-nous préserver nos communs? Comment allons-nous préserver une culture scientifique commune? Comment allons-nous préserver des biens mondiaux qui sont nos héritages du passé, notre patrimoine, notre création, et non pas la préserver que par le marché. Alors ça, il nous faut inventer à la fois les cadres législatifs, ils sont en cours de discussion, il faut nous inventer les cadres de pratique. Ça, les cadres de pratique, tous les jours, nous sommes confrontés devant ces enjeux-là. Deuxième enjeu, peut-être, que nous avons en commun, j'ai mis tous enfants de la modernité, mais c'est pour mes notes. Il y a aujourd'hui une discussion qui s'est ouverte et s'accélère entre, dans certains pays, plus fructueux que dans le nôtre, puisque dans le nôtre, il est un petit peu hystérisé en ce moment, entre ce qu'on peut appeler dans certains pays les natifs, en tout cas, dans une société, des rapports à l'histoire et des rapports à la domination entre peuples extrêmement différents. C'est le travaux des cultural studies, qui viennent plutôt effectivement du monde anglo-saxon, des black studies, qui sont en train de nous dire, que ça nous déplaise ou pas, qu'il faut redéfinir des rapports de construction historique, des rapports de déconstruction nécessaires et des rapports d'apprentissage à des points de vue, entre des points de vue différents, des représentations du monde différentes, et ça, c'est assez douloureux. Hein. Je vous conférais à l'année passée dans un certain nombre de débats. C'est pas qu'un problème d'acteurs culturels qui se demanderait si le musée un musée qui a un musée ethnographique ou anthropologique, comme nous en avons plein en Europe, doit rendre ou pas rendre des œuvres. Ça, c'est un sujet important, hein, mais ce n'est pas que ça. C'est le rapport que vous avez certainement à la construction de ce qu'est la science, d'une part, peut-être de ce qu'est la nature, d'autre part, de ce qu'est le rapport de l'homme à la nature, encore. Et ça, ce sont des perspectives culturelles extrêmement différentes qui sont en train de s'affronter. Alors nous avons le choix, hein. Soit on continue à s'enferrer dans des débats, on va dire, plutôt idéologiques, soit on se dit qu'est-ce qui constitue le commun dans cette représentation ou ces représentations différentes. C'est un vrai enjeu de négociation, mais de négociation profonde sur la question de notre identité. Nous pouvons, et nous devons peut-être, parce que apprendre à ce que nous ayons des visions plus complexes du vivant, plus complexes par rapport à la connaissance, plus complexes par rapport à des nécessités d'entrer dans une approche décoloniale forte. Ça, c'est le rôle de tous les acteurs culturels, y compris, je crois, en matière de culture scientifique. C'est assez évident, par exemple, quand on regarde la guerre d'Ukraine. Nous, on organise beaucoup de réunions sur la question culturelle, évidemment, et l'enjeu culturel de cette guerre. La plupart des acteurs culturels ukrainiens nous disent « Vous avez une vision extrêmement coloniale, russe de notre histoire. Il faut que vous appreniez à vous décoloniser. Nous devons, et vous devez, nous devons ensemble regarder que nous sommes bloqués, particulièrement nous, dans une vision post-soviétique et très uniquement unilatérale russe de ce qui s'est passé dans un grand nombre de pays, tout aux franges de l'ancienne URSS et Russie, qui sont en train de reprendre en main leur définition culturelle
Et obligatoirement, dans ces définitions culturelles, il y a le fait qu'ils ont été 70 ans russes. Ils ne nient pas. Ils cherchent simplement à savoir ce que veut dire recomposer une identité qui sait reprendre les différentes représentations qui se sont construites. Ça, je pense, deuxième enjeu commun. Troisième enjeu commun, refuser le droit à la négligence. Alors, dit comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, on a tous fait des réunions un peu pénibles, bon, mais on arrive à un consensus, et puis il y a quelqu'un qui se lève, moi j'ai bien le droit de dire ce que j'ai envie, je m'en fous si je vais détruire le travail de 2 heures du groupe, mais je dis ce que j'ai à dire. Peut-être là, il faut qu'on commence à rentrer dans une responsabilité, ce droit à la négligence, on dirait je néglige le travail de la communauté. Il y a quelque chose d'assez fondamental aujourd'hui dans les enjeux culturels qui sont en train de se poser. Rapidement, je pense que tous nous avons lu à les âges différents de nos vies, les 3 écologies de Guattari, mais je crois que ça situe assez bien cet enjeu qu'il nous est posé. Félix Guattari dit qu'il y a 3 écologies. Il y a l'écologie de la nature, celle qu'il nous faut regarder. Il y a l'écologie du social, qui est comment faisons-nous dans une société où il y a des toxicités. Comment faisons-nous face à ces toxicités? Alors il y en a plein. Je pense que frontalement, ces 2 dernières années, on dit qu'il y a un petit problème de rapport à la science et à la rationalité, par exemple. Je ne fais pas parler tout à l'heure des fake news, mais il y a effectivement tout un ensemble de récits irrationnels qui rentrent dans la société. Bon, ce ne serait pas très grave s'ils n'étaient pas toxiques, s'ils n'étaient pas en train de produire des formes différentes de rattachement à une communauté, des formes différentes d'expression de la citoyenneté. Et là, je pense que nous avons en commun le fait qu'il va peut-être falloir qu'on s'attaque ensemble à ces questions de la rationalité et qu'on ne peut pas être négligent individuellement dans une société. On a une responsabilité dans une société et on a une responsabilité individuelle dans une société. Quatrième enjeu, pardon. Penser nos métiers par la génération et pas passer notre métier, en tout cas par des actes génératifs et pas penser nos métiers par des actes de diffusion. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, si on prend vraiment ces cultures au sens très large, on a une culture de masse qui est exclusivement basée sur la production et la diffusion et la marchandisation. Nous ne savons plus que produire pour diffuser, pour vendre. Avec 2 points extrêmement importants. Le premier, c'est qu'il faut produire plus vite et beaucoup. Et le deuxième, produire plus vite pour beaucoup, des choses qui sont plus vite assimilables et plus vite consommées. Alors vous regardez, je ne sais pas, dans nos vies, on a tous cette facilité, tendance, je ne sais pas, à consommer beaucoup de séries. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais bon, moi par exemple, j'aime bien de temps en temps, un petit moment au cœur de l'hiver, de taper plusieurs heures de hyper-consommation. C'est comme ça. Les objets symboliques ont changé de statut. Alors, mais par contre, ça nous pose un problème, cette hyper-production, hyper-rapide, hyper-consommée, c'est que tous les enjeux dont on parle, de la crise et des grands enjeux culturels aujourd'hui, sont des enjeux qui nous demandent d'être extrêmement complexes et être plus que capable de faire face à la complexité, c'est de désirer la complexité. Alors, je crois que là, nous avons en commun un enjeu extrêmement important, puisque peut-être des fois, nous sommes dans nos petites lignes de nage, en oubliant que la complexité veut dire regarder de façon large la production symbolique, la production de la connaissance, sortir des endroits où par goût on est, peut-être pour regarder l'interconnexion d'un certain nombre de sujets. Ces sujets-là, ces 4 enjeux communs, je crois qu'ils sont au travail aujourd'hui dans beaucoup de lieux culturels, pour ce qui me concerne, parce que je les regarde plus, je crois dans beaucoup de vos lieux, pour ceux que je connais, et ils sont aussi beaucoup au travail dans les espaces politiques. Je faisais référence sur le premier enjeu à tout l'ensemble des discussions sur la propriété, la réglementation de la propriété, la réglementation des communs, mais c'est à peu près à ces endroits-là qu'on va retrouver tous les enjeux européens culturels au travail aujourd'hui, et qui nous demandent plusieurs choses. D'une part, de commencer ces conversations complexes. Sortir
des schémas stratégiques qu'on aime bien. Hein, c'est pas mal de dire changement stratégique, changement climatique, pardon, on va faire ça, étape 1, étape 2, étape 3, décarbonation, etc. Nous sommes devant un chantier au-delà de ces réponses-là. La décarbonation, par exemple, est un des éléments. Tout le monde y travaille, mais une fois qu'on aura décarboné, si on n'a pas travaillé à d'autres sujets sur la diversité du vivant, on va avoir un petit problème. Donc il va falloir que nous travaillions ensemble sur ces enjeux et ces complexités-là en rénovant nos cadres. Alors, nos cadres politiques, ça bouge lentement. Des fois, c'est chaotique. Hein, référence à des élections récentes dans notre pays. Quels sont les cadres politiques qui vont se rénover tels qu'ils se rénovent? Ce qui est intéressant de voir, c'est quand même l'entrée des citoyens dans des constructions politiques différentes. Pas tout à fait observable en France encore, mais de voir que beaucoup de citoyens rentrent dans la décision publique de manière extrêmement différente. Et rentrent dans la décision publique, des fois pas toujours à l'invitation des professionnels, mais de plus en plus dans une négociation entre les experts et les citoyens. Alors c'est plus ou moins vrai suivant les sujets. Mais par exemple dans le monde culturel, ça commence. Alors vous imaginez le chemin qu'il y a à faire en France si on demandait à un directeur de théâtre de demander au public ce qu'il a envie de voir. On en est un peu loin, hein, mais ça serait intéressant de se dire quels sont les espaces de négociation autour de nos institutions, quelle qu'elle soit leur taille. Le deuxième enjeu, il est une question stratégique. Là, c'est une invite faite à tous vos lieux. C'est quelle stratégie européenne vous avez? Est-ce que vous regardez l'Europe par la possibilité du guichet? En grosso modo, il y a un petit peu de sous à gratter parce qu'on est tous dans un moment, et je ne dis pas ça en étant moraliste, mais il y a tous un moment où on a besoin d'aller chercher des équilibres différents dans nos équilibres économiques. Ou est-ce que vous regardez l'Europe autrement? Comment vous l'agissez? Quelle est votre stratégie européenne d'alliance? Alors là, on a un réseau extrêmement intéressant qui pose ces questions-là. Je pense que vous le connaissez bien, voir ce qui est en jeu, mais comment on le traduit dans chacune de nos institutions. Ça, c'est vraiment l'enjeu. La question européenne a été en France souvent déléguée. Déléguée au pouvoir public, déléguée au réseau, déléguée dans un projet. On a un projet européen, mais on n'a pas forcément poussé la chose juste à se dire c'est quoi la stratégie européenne de mon institution, c'est quoi sa connexion avec les enjeux européens, c'est quoi sa connexion avec la nature et la complexité des questions. Et puis, bien évidemment, il faut regarder les outils. On va voir, les outils bougent, ils sont beaucoup moins compliqués qu'on veut bien le croire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont faciles, mais ils bougent. Et il faut les regarder dans cette dynamique et pas les regarder uniquement comme un guichet, d'abord petit, encore petit, et surtout c'est un guichet qui ne sert pas à grand-chose si vous faites un projet. C'est un guichet qui sert à quelque chose si vous rentrez dans une dynamique européenne. Faire une chose pour construire une autre, pour aller à un autre endroit. Vraiment une dynamique extrêmement longue qu'il faut construire. Alors, juste pour vous dire et conclure cette introduction, donc je vous remercie pour votre invitation. Il y a beaucoup d'endroits où se creusent où il est possible de travailler entre acteurs culturels et acteurs scientifiques. C'est même pas possible. Il y a beaucoup d'endroits où si nous n'arrivons pas à le faire, nous n'avancerons pas beaucoup. Nous n'avancerons même pas du tout. Donc il y a une nécessité de travailler ensemble. Alors je vais prendre 2-3 exemples très différents. Par exemple, je travaillais avec l'École nationale de police qui fait face aujourd'hui à une recrudescence des trafics illicites, bien évidemment, d'œuvres d'art, suite aux guerres de Syrie, suite à l'ensemble des conflits, on a une arrivée massive de trafic d'œuvres. Et comment y répondre? Alors, déjà, il faudrait qu'un policier sache reconnaître ce qu'est une œuvre d'art. C'est pas du tout une blague sur les policiers, c'est que c'est pas leur métier, quoi. Ils sont pas conservateurs de musées, quoi. Il faudrait que des conservateurs de musées apprennent à travailler avec des policiers. C'est pas non plus leur métier, mais c'est important de commencer à le faire. Il faut que nous travaillions avec des scientifiques pour, d'une part,
avoir une expertise des deux côtés, c'est-à-dire à la fois une expertise de ce qu'on appellerait la sécurité et une expertise autour des œuvres d'art. Et il faut travailler avec le monde de la technique pour voir si on a des solutions qui s'opèrent. Donc l'École nationale de police a vraiment lancé ce projet hyper intéressant de doter les policiers ou les douaniers sur leur téléphone d'accès, de vérification très rapide d'une œuvre, de reconnaissance de l'œuvre, de datation, etc. Exemple premier d'un enjeu qui paraît assez loin, mais qui est un de ces enjeux où il nous faut nous retrouver. Deuxième type d'enjeu, peut-être vous avez entendu parler du New Bauhaus européen. Alors la Commission cherche à ce que le Green Deal ne soit pas un outil de décarbonation et uniquement un outil de décarbonation, mais bien un outil pour faire face aux changements de comportement, aux changements de mode de vie, tout ce que nous devons opérer, qui est de vivre, regarder, visiter, voyager autrement. Et donc, d'évidence, il faut que l'ensemble des secteurs travaillent ensemble. L'ensemble des professionnels travaillent ensemble, l'ensemble des experts travaillent ensemble et l'ensemble des citoyens travaillent ensemble. Donc en faisant référence à un moment historique, une école, vous connaissez le Bauhaus, années 30, un grand moment de réflexion lancé par quelques artistes et architectes, on va dire visionnaires, créés à Berlin, Dessau, dans différentes villes, suivant leur histoire dans différentes villes allemandes, cette réflexion sur le rapport à l'industrie, le rapport de l'art à l'industrie, 1930, basculement industriel, et comment il est nécessaire qu'on réfléchisse esthétiquement à l'industrie. Ça crée ce grand mouvement qui est le Bauhaus, qui a... Alors on a tous des noms, Mies van der Rohe, parce que pour nos collègues tchèques, puissants architectes, artistes, designers, ça a créé tout un ensemble de, je ne sais pas si vous, pour les quelques Parisiens, si vous avez vu l'exposition Albert et Annie Albers à Paris, où là on a une artiste réinventant ce qu'est le tissage, ce qu'est le textile, tout un ensemble de réinventions qui ont eu lieu et qui ont produit presque la plupart des formes dont aujourd'hui on ne sait même pas trop bien qu'elles viennent de là, mais beaucoup des formes de notre univers de forme vient de là. La Commission lance cette initiative en disant ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est quelque chose d'apparent. C'est comment rendre beau, c'est l'expression de Madame van der Leyen, rendre beau l'utile, rendre beau le changement, rendre beau la transformation. Alors des fois, elle rajoute beau et joyeux, ce qui est pas mal aussi. C'est-à-dire que nous regardions le changement qui sont devant nous comme aussi des enjeux de plaisir, d'apprendre à vivre autrement. Là, je pense que par exemple sur le Bauhaus, d'évidence, si on y va que le secteur culturel, on fera rien. On va faire du design un peu, c'est-à-dire de temps en temps, il y aura un designer qui travaillera, je sais pas, par exemple, il y a peu longtemps, je rencontrais quelqu'un qui travaille sur l'utilisation des protéines de lait dans la fabrication de nouvelles formes, mais on va être sur des enjeux relativement mineurs de ce style. Si nous voulons être puissamment opérants dans cette transformation de la société, alors là, c'est un engagement à travailler entre le monde de l'art, le monde de la science, le monde de la connaissance, le monde de la technique, mais aussi entre le monde public et le monde privé, et arriver à ce que nous ayons une forte culture de négociation. Ça, peut-être c'est là-dessus que je voulais terminer cette petite introduction, qui est comment négocier entre toutes ces parties. Alors vous avez, par exemple, je parle public-privé, vous avez des tenants, je sais pas, des gens qui du privé pensent que le public est toujours terriblement à côté de la plaque, et dépensiers, et vous avez des gens du public qui pensent que le privé sont uniquement des requins et resteront des requins, mais il va bien falloir que nous ayons ces bricolages différents, ces rapports et ces négociations différentes. Et que quand on parle de citoyenneté, ce n'est pas quelque chose qui doit se faire entre les experts. C'est tous ces apprentissages de la négociation, c'est à faire avec les citoyens, avec des gouvernances adaptables, avec des gouvernances ouvertes, avec une démocratie interne ouverte, et c'est tout l'enjeu, je crois, de ce qui est au travail dans beaucoup d'institutions culturelles en Europe, et je crois que ces enjeux-là peuvent nous réunir. Tous les outils
tous les outils européens, du Bauhaus, plutôt initiative, à des programmes que vous connaissez peut-être, de recherche, de production culturelle, vous poseront toujours 3-4 questions autour de ce que je viens de dire. Quel est votre engagement dans les changements climatiques, évidemment? Quel est votre engagement dans le changement de rapport avec la société? Pas facile de répondre. Il y en a 2-3 quand même, c'est un peu évident d'y répondre. Hein. Égalité femmes-hommes. Il est temps que systématiquement, dans toutes nos réflexions, nous intégrions ceci. Donc, si par exemple vous déposez un projet européen et vous ne faites pas face à ces questions d'égalité femmes-hommes, il y a forte chance que vous n'ayez aucune chance d'être aidé. Mais ce n'est pas que ça, c'est l'ensemble des rapports sociaux qui sont en train de se transformer. Donc, d'une part, apprendre à négocier, apprendre à lire et à intégrer les quelques orientations européennes et surtout de le faire en commun. Et j'espère qu'après ce congrès, nous aurons d'autres endroits de discussion communes pour inventer peut-être des réponses génératives, c'est-à-dire qui amènent du nouveau dans cette réponse, amènent du nouveau adapté à nos enjeux et ne cherchent pas à reproduire, à rester dans la simple reconduction de ce que nous savons faire. Voilà. Merci.